Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce vendredi. Les dépenses des collectivités locales, autre ligne de fracture entre Nicolas Sarkozy et la gauche, accusée d'être dépensière. Le président du Sénat dénonce une stigmatisation. Aucun accord n'a été conclu à l'issue de la rencontre de l'Élysée. Le modèle allemand, toujours, inspire le chef de l'État quand il veut renforcer les obligations des chômeurs, la perspective d'un référendum fortement combattu par la gauche, mais pas seulement. L'analyse tout à l'heure de Stéphane Rosès. Et puis le chef de l'État qui pourrait se déclarer d'ici jeudi prochain, avant un premier grand meeting annoncé à Marseille 3 jours plus tard. Le Sénat de gauche entend procéder à un tir de barrage des textes venus de l'Élysée dès l'officialisation de la candidature de Nicolas Sarkozy. La chronique de Delphine Girard et puis les invités du 19 h. Le socialiste Yves Quatringer et l'UMP Philippe Dallier pour débattre dans un instant et notamment des finances locales. Nous en parlons tout de suite. C'est donc une confrontation supplémentaire en pleine campagne présidentielle. Les finances locales, l'Élysée a organisé aujourd'hui une conférence sur le thème qui oppose le chef de l'État aux responsables des collectivités territoriales, majoritairement de gauche. Nicolas Sarkozy reproche aux maires et aux responsables des départements, des régions d'être des cigales quand l'État serait une fourmi économe. La conférence de l'Élysée n'a donc pas permis de rapprocher les points de vue. Elle a même fait monter la colère des élus locaux. François Goulin. La rencontre a été houleuse comme prévu. D'un côté de la table, Nicolas Sarkozy qui reproche aux collectivités de trop dépenser. De l'autre, leurs représentants qui dénoncent une stigmatisation. Le message du gouvernement a été clair cet après-midi. Certes, l'État lâche 5 milliards d'euros aux collectivités, mais en retour, il veut renforcer son droit de regard sur leurs finances. Les mauvais élèves auront moins de subventions. Une sorte de pacte de stabilité à la française. Chacun doit participer à la réduction du déficit. L'État représente 35% des dépenses publiques, les collectivités locales 20%. C'est une œuvre collective qui doit faire l'objet d'un diagnostic commun et de mesures partagées. Le gouvernement reproche aussi aux collectivités de ne pas appliquer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Le chef de l'État fustige les 500 000 emplois créés, selon lui, dans les départements et régions qui sapent les efforts d'économie du gouvernement. Les élus crient au scandale. Les collectivités locales ont redressé tous les services publics qui nous ont été confiés, tous sans exception. Et aujourd'hui, l'État doublonne tous les services qui nous ont été transférés. Nous disons à l'État qu'il y a encore des économies à faire, pas dans la police, pas dans la justice, pas dans les enseignants. Les plus mesurés diront de cette rencontre qu'elle était républicaine. Restent de profonds désaccords. Pour le gouvernement, les collectivités locales sont un fardeau. Pour nous, elles sont une chance. Mais sur les 70 milliards d'euros, la dotation totale de l'État aux collectivités, élus de gauche et de droite se rejoignent. Pas question d'y toucher avant 2014. Voilà au moins un point de convergence. Et ce soir, le président du Sénat, qui est la Chambre des collectivités territoriales, exprime son ras-le-bol devant la mise en cause répétée de l'Élysée. Jean-Pierre Bel. On est tous d'accord pour comprendre qu'il faut faire en sorte que les dépenses publiques soient maîtrisées. En dehors de ça, nous avons fait un constat de désaccord. Nous ne sommes pas d'accord sur le regard qui est porté sur les collectivités locales. Ce regard qui consiste, dans le fond, à considérer qu'elles sont un peu responsables parce qu'elles dépensent trop, à les stigmatiser, à en faire des boucs émissaires. Ça suffit maintenant de les mettre en accusation. Ça suffit de dire qu'elles dépensent trop. Ce n'est pas vrai. Les collectivités territoriales, toutes comprises, représentent 0,1% du déficit public dans ce pays. Il faut au contraire nouer avec eux un nouveau contrat, un nouveau pacte qui nous permette d'aller en avant. Jean-Pierre Bel, donc au micro de Mounir Soussi, ça suffit, dit le président du Sénat, qui se réjouit par ailleurs de certaines réserves exprimées par les UMP. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, et Gilles Carrez, rapporteur du budget à l'Assemblée. Ce dernier a reconnu les efforts déjà réalisés en matière de finances locales ces dernières années. Autre levée de bouclier aujourd'hui, l'idée d'un référendum sur l'indemnisation des chômeurs. Martine Aubry accuse Nicolas Sarkozy de vouloir un second mandat pour radier des chômeurs
chômeurs. Un gadget préélectoral, dénonce pour sa part Bernard Thibault de la CGT. À noter, pas encore de réaction officielle du côté du MEDEF, mais l'autre organisation patronale, la CGPME, juge la proposition peu réaliste. D'ores et déjà, un chômeur s'expose à une radiation des listes de Pôle emploi, mais la mesure est rarement appliquée en raison de sa complexité. C'est tout le système de la formation professionnelle dont les failles ont été exposées dans plusieurs rapports parlementaires qu'il conviendrait de revoir. Mounir Soussi. 33 milliards d'euros, c'est le montant dédié à la formation professionnelle. Régulièrement, des rapports parlementaires pointent la mauvaise gestion des fonds. Offre inadaptée et cloisonnement des structures, voilà les principales critiques. Nicolas Sarkozy souhaite que les chômeurs longue durée suivent une formation obligatoire. Mais pour les partenaires sociaux, la formation n'est pas le principal problème. Qualifier, pourquoi faire? Si le chômage augmente, si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas d'emploi. Donc le constat, c'est que vous ne pouvez pas déconnecter la question de la formation professionnelle des politiques de croissance macroéconomique. Dans son projet, Nicolas Sarkozy souhaite qu'une fois formé, le demandeur d'emploi soit obligé d'accepter la première offre correspondante, sous peine de perdre ses indemnités. Une aberration pour la CGT. On ne nous convaincra pas et on ne convaincra pas grand monde que s'il y a une montée du chômage aujourd'hui, c'est lié à un système d'indemnisation trop avantageux, trop confortable. Un chômeur sur deux n'est pas indemnisé aujourd'hui. Face à la réticence des syndicats, le président de la République envisage de faire passer cette réforme par référendum. Pour préparer le terrain, Gérard Larcher, habitué au dialogue social, rédigera un rapport sur ce thème. Et au lendemain de la visite de Nicolas Sarkozy à Fessenheim, la plus vieille centrale qu'il veut maintenir en activité, à l'inverse de François Hollande, toute l'Europe pro-nucléaire était réunie aujourd'hui à Bercy. Autour d'Éric Besson, les ministres des pays qui entendent conserver la filière malgré Fukushima. Grande absente, l'Allemagne. Jérôme Rabier. Nicolas Sarkozy était en terrain conquis hier devant les employés de Fessenheim. Éric Besson n'a plus qu'à assurer le service après-vente. Entouré de 16 ministres de l'Union européenne qui utilisent le nucléaire dans leur consommation énergétique, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie défend ce qu'il considère comme une production d'avenir. 16 pays au sein de l'Union européenne sur 27 produisent de l'électricité d'origine nucléaire. Je le dis et je le répète parce que parfois, à écouter un certain nombre de commentaires, on a l'impression que l'Union européenne serait en train de tourner le dos à l'énergie nucléaire. Il n'en est rien. Campagne présidentielle oblige, il n'oublie pas de tacler ses anciens camarades socialistes. Le Parti socialiste et son candidat voudraient faire croire aux Français le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Il faudra dire que ça n'est pas possible. Une attitude qui exaspère les associations antinucléaires. Elle rappelle que l'épisode Fukushima ne doit pas être oublié. C'est une vaste opération de communication. C'est la suite logique de l'intervention de Nicolas Sarkozy hier. Le risque nucléaire est très présent. Le nucléaire sûr, ça n'existe pas. Même dans les pays les plus industrialisés, les plus développés, une catastrophe majeure peut malheureusement survenir. Des associations qui regardent avec envie le modèle allemand, si souvent cité en exemple sur d'autres sujets. Outre-Rhin, malgré le pic de consommation lié au froid, une reprise du nucléaire n'est envisagée par aucun parti. Comme chaque vendredi, Stéphane Rosès est avec nous désormais. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Pour votre analyse donc de la semaine politique qui a vu s'installer, on le voit, la confrontation Sarkozy-Hollande, c'était semble-t-il l'objectif du président presque candidat. Il a réussi à installer le match. En tout cas, il indique qu'il va arriver et que ça va bouger. Avec, évidemment, sur le contenu de son interview du Figaro Magazine, très nettement, une droitisation, ou plus exactement, pour être plus précis, Nicolas Sarkozy souhaite aller au peuple, visiblement. C'est peut-être pas tant aller vers la droite de la droite que d'essayer de renouer le pays en faisant rupture alors qu'il est président sortant, en faisant d'abord sur la forme appel au référendum, façon de dire le lien direct entre le président et le peuple, par-dessus les corps intermédiaires, par-dessus les élites, et sur des thématiques qui sont des thématiques très à droite, on l'a vu sur au moins un de vos sujets, et sur des valeurs vraiment ancrées à droite. Donc le président a constaté que dans la dernière période, la représidentialisation n'opérait pas ce qu'il escomptait en termes de renouer avec le pays, en termes de popularité ou d'intention de vote. Donc il mise finalement sur le fait de plutôt faire bouger les lignes,
brusquement, brutalement, faire bouger les lignes dans le débat avec François Hollande, de sorte d'essayer de renouer un lien avec le pays. Ça veut dire qu'il cherche alors à renvoyer le candidat socialiste du côté des élites? C'est-à-dire qu'il souhaite en tout cas avoir un débat vif. Évidemment, le risque pour François Hollande serait d'accepter cette confrontation, car ils ne sont pas à égalité. Les Français connaissent Nicolas Sarkozy. François Hollande, lui, doit se construire pour ce qu'il est. Il a réussi au Bourget à se construire par rapport aux fondamentaux du pays, la France, la République, en faisant un récit. Nicolas Sarkozy va essayer de le faire rentrer dans une bataille de chiffonniers, de sorte qu'il puisse ensuite s'en extraire, parce que lui, au moins, il est le président sortant, et donc on va voir un débat qui risque d'être effectivement assez rugueux. On parle même d'un tapis de bombes annoncé sur le candidat socialiste. Voilà, absolument. Et le but escompté, c'est que François Hollande rentre, accepte ce catch. Or, il y a une grande inégalité, c'est que les Français connaissent Nicolas Sarkozy, ils connaissent ses atouts, ils connaissent ses défauts, là où François Hollande doit lui connaître, doit donner à voir ce qu'il est véritablement, et il ne peut pas le faire dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il a encore des cartouches, puisqu'à l'Élysée on dit qu'il a tiré toutes ses cartouches, le candidat socialiste? Qu'est-ce qu'il peut proposer désormais? Je crois que le sujet, c'est creuser, de son point de vue, c'est plutôt creuser son sillon, préciser un certain nombre de choses et indiquer qu'il n'est pas le candidat de la pause ou de la conservation, mais du mouvement. Merci Stéphane Rosès. Alors tout de suite, deux réactions. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous approuvez cette idée d'un référendum sur les chômeurs, sur leur indemnisation, ou est-ce que ça vous gêne? Écoutez, je pense qu'on peut utiliser le référendum sur beaucoup de sujets. La question est de savoir effectivement comment la question est posée, et est-ce qu'elle est bien posée, est-ce que le sujet n'est pas trop compliqué. Mais il faut poser les vrais problèmes sur la table. Vous parliez de bataille de chiffonniers, je ne sais plus qui a utilisé cette expression, ou de tapis de bombe. Franchement, je trouve que vous exagérez. Pour autant, il faut poser les vraies questions sur la table, et on a un peu le sentiment que François Hollande essaye d'éviter le plus possible le débat ou la confrontation, pour utiliser un terme un peu plus dur. Donc je pense qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, parce que les Français, le pays est confronté à des difficultés, il s'agit de les résoudre. Alors les critiques sont très sévères, évidemment, venant de la gauche contre cette idée de référendum. Mais il y a à l'instant, c'est d'Alain Madelin qui accuse, lui, Nicolas Sarkozy, de manœuvres cousues de fil brun avec cette proposition qui vise, dit-il, à rabattre les électeurs du Front National. C'est une expression forte. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Je pense qu'il faut raison garder. On peut être contre cette idée de référendum. Maintenant, ça me rappelle un peu le débat qui a eu lieu cette semaine où certains ont renvoyé Claude Guéant au nazisme. Franchement, il faut sortir de là. Yves Carpentier, votre réaction, vous avez entendu Stéphane Rosès, la stratégie de l'Élysée, manifestement, avec ses propositions choc, c'est de présenter Nicolas Sarkozy comme le candidat du peuple face à François Hollande. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est de faire oublier que pendant son mandat, le nombre des chômeurs a augmenté d'1 million. Et donc, en proposant aux Français par référendum de supprimer le chômage, parce que c'est un peu son approche, il veut faire oublier que c'est lui qui était aux affaires pendant les 5 années qui viennent de s'écouler. Supprimer le chômage? Non, écoutez, franchement, non. Je vous en prie. Moi, je vous écoute, Philippe. Bon. Non, je pense que c'est très grave. C'est très grave parce que faire voter les Français pour ou contre le chômage et pour ou contre les chômeurs, c'est d'abord les diviser. Nous sommes dans une situation de crise. Tout le monde prêche un effort, un rassemblement pour lutter contre la crise, des efforts partagés, des convergences sur un certain nombre de solutions, et là, on va diviser. Et puis, on est dans une élection présidentielle. Et une élection présidentielle, c'est fait pour valider les grands choix, ceux qui sont dans la campagne. Il n'y a pas besoin d'un référendum derrière. Voilà. Vous dites, comme François Hollande, votre candidat, que le référendum, c'est l'élection présidentielle. On accueille Delphine Girard avec nous. Maintenant, après la semaine présidentielle vue par Stéphane Rosès, une semaine au Sénat, Delphine, où l'on retrouve en fait exactement la même confrontation. Oui, Michel, chaque jour, la campagne présidentielle s'invite un peu plus au Sénat. Alors, depuis le basculement à gauche de la Haute Assemblée, on avait vu les sénateurs socialistes rôder certaines propositions du candidat Hollande, droit de vote des étrangers, scolarisation obligatoire dès 3 ans ou encore une fiscalité accrue sur les plus riches. La période de rodage est terminée. Michel, le Sénat va devenir le grand théâtre de l'affrontement entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un sénateur PS nous confiait récemment, le jour où Nicolas Sarkozy est candidat, c'est la guerre de tranchées. Alors jusqu'à présent... les termes guerriers en cours dans le langage politique.
Jusqu'à présent, les socialistes avaient promis de ne pas faire d'obstruction. C'est ce qu'avait dit François Rebsamen, le président du groupe PS ici au Sénat. Pas d'obstruction jusqu'à la fin de la session parlementaire, qui va donc se terminer le 6 mars. Changement de cap, les deux camps se radicalisent avec des débats qui vont être de plus en plus houleux sur les textes à venir, comme le collectif budgétaire, texte dans lequel se trouve cette fameuse TVA sociale que François Hollande a promis de supprimer s'il est élu. Les sénateurs UMP vont aussi monter au créneau pour défendre leurs candidats et les dernières mesures de son quinquennat, comme la majoration des droits à construire. Le projet de loi sera discuté au Sénat fin février, début mars. L'objectif de chaque camp est désormais la victoire de son candidat. Fini, Michel, le consensus républicain qui régnait ici au Sénat. La bataille donc s'annonce rude, mais elle a déjà commencé. On l'a vu ici il y a quelques jours. Oui, encore hier, Michel, cette semaine, quand Nicolas Sarkozy se posait en sauveur de la centrale nucléaire de Fessenheim, eh bien, les sénateurs socialistes défendaient au même moment dans l'hémicycle les positions du candidat Hollande sur le nucléaire. Et puis sur les collectivités territoriales, la riposte aura lieu le 3 mars à Dijon. François Hollande présentera ses contre-propositions et on peut être sûr, Michel, que tous les sénateurs socialistes seront derrière lui. Yves Cratinger, vous confirmez que le jour où Nicolas Sarkozy annonce sa candidature, on dit peut-être jeudi prochain, eh bien, le ton se fera encore plus dur ici au Sénat? Il n'y a pas besoin de changer de ton. Oui. Il y a une majorité au Sénat. Elle s'exprimera par les choix qu'elle soutient, ceux de François Hollande en particulier pour ce qui me concerne. Il sera même question de regarder les textes qui seront envoyés par l'Élysée. Les textes seront regardés, nous les avons toujours regardés, les textes. Simplement, nous les amendons dans un sens qui ne convient pas à l'Élysée. Mais je n'ai jamais fait allégeance au président de la République actuelle. Je n'ai pas voté pour lui. On n'a jamais demandé à la gauche sénatoriale de faire allégeance au président de la République. Pour autant, dans les textes qui vont être proposés, il y a des mesures importantes, urgentes, des mesures intéressantes pour les collectivités locales. On va parler des normes. Ce texte-là aussi, vous allez le bloquer peut-être, alors que tout le monde demande la venue de ce texte en débat. Donc moi j'espère que effectivement le bon sens l'emportera et qu'on pourra démocratiquement débattre ici comme on le fait d'ordinaire. La guerre, ça n'est pas l'habitude du Sénat. Vous m'avez entendu, c'est pas la guerre, c'est simplement chacun a ses options, les défend, vote ce qu'il croit bon pour le pays et vote contre ce qu'il croit mauvais pour le pays. Mais ça c'est la démocratie, il faut que la démocratie vive au Sénat comme ailleurs. Vous reprenez vos échanges, messieurs, dans un instant sur les finances locales. Le nouveau record de Total, plus de 12 milliards d'euros de bénéfices, en hausse de 16% en un an. Le patron du groupe pétrolier, Christophe Demargerie, s'est empressé aujourd'hui de faire valoir sa contribution à l'économie française. Mais l'ancien ministre UMP, Christian Estrosi, a regretté que Total ne paye que 2,5% d'impôts sur les sociétés en France. Le plus virulent, Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à nationaliser Total. Comité d'entreprise chahuté aujourd'hui à Air France. Les dirigeants ont dû quitter la salle, envahis par des centaines de salariés. De nouvelles mesures sont attendues pour redresser les comptes de la compagnie, notamment des accords sur le temps de travail et les carrières. Air France redoute d'être confronté à de nouvelles grèves au cours des semaines prochaines, alors que le mouvement contre la proposition de loi, bientôt examinée au Sénat, obligeant chaque gréviste à se déclarer au préalable, s'est achevé, lui aussi provisoirement, aujourd'hui. Les réactions des syndicats et du ministre. Il ne s'agit ni d'un bras de fer, il ne s'agit ni de stigmatiser qui que ce soit, il ne s'agit ni d'une atteinte au droit de grève, il s'agit simplement de garantir à chaque passager, quand il achète un billet, eh bien de savoir un peu à l'avance si quand il va à l'aéroport, son avion décolle ou son avion ne décolle pas. Le ministre n'a pas tenu compte des deux enseignements de cette grève, de ce mouvement qui a été très suivi. D'une part, la mobilisation, l'inquiétude des gens et les demandes exprimées. Et d'autre part, ce qu'a prouvé ce conflit, c'est que cette loi était inutile. Inutile parce qu'il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public dans les aéroports, aucun passager en errance dans les aéroports. Voilà des réactions recueillies par Cécile Sixou. La Grèce est toujours en grève contre l'austérité alors que le parti d'extrême droite a retiré tout à l'heure son soutien au nouveau plan de rigueur demandé par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Ces 4 ministres donc du parti d'extrême droite ont démissionné. Un autre ministre socialiste a également quitté le gouvernement grec aujourd'hui. La Grèce désormais exposée à une nouvelle crise politique alors que le Premier ministre Papademos met en garde contre le risque d'un chaos de son pays sans accord
sur la dette. On retrouve nos deux invités, Philippe Dallier donc, et Yves Crattinger, à propos de la question du jour qui a été débattue à l'Élysée lors de ce sommet sur les finances locales. Yves Crattinger, on savait dès ce matin qu'il n'y aurait pas d'accord, donc vous n'êtes pas forcément déçu. On savait d'abord que le président de la République connaissait les conclusions de la rencontre avant la rencontre, puisqu'elles sont parues dans un journal qui va être sur les kiosques demain. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant quand même. On a quand même à gauche décidé d'y aller, de respecter l'institution. On aurait pu considérer que les conclusions étant tirées, c'était pas la peine d'y aller. Mais non, les gens de gauche y sont allés et ils ont exprimé ce que nous disons depuis longtemps. Il faut une discussion entre le gouvernement et les collectivités locales. C'est nécessaire pour la marche du pays. Nous avons le sens des économies. J'en fais moi-même dans la collectivité que je dirige, le Conseil général de Haute-Saône. J'en fais chaque année. Nous faisons des efforts. Nous avons des budgets qui diminuent chaque année. Et donc, nous faisons le nécessaire. Mais en même temps, le réquisitoire qui est dressé contre nous est un réquisitoire qui n'est pas, disons, raisonnable, qui ne correspond à aucune réalité. Vous parlez comme nombre de responsables de gauche, de diabolisation alors? De stigmatisation. Stigmatisation. Alors, Philippe Dallier. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses honnêtement. Yves Crattinger dit que le discours du président de la République ne correspond à aucune réalité. Je vais vous donner un exemple. Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, 1 500 000 habitants, vient de se créer une intercommunalité de 400 000 habitants. 19 vice-présidents. Un vice-président chargé des relations internationales, un autre vice-président chargé de l'université et de la recherche. C'est normal ou c'est pas normal? À mon avis, ça n'est pas normal. L'État verse aux collectivités locales sous différentes formes plus de 42 milliards d'euros. Cette année, lors du vote du budget, l'État a demandé 200 millions d'euros d'économies. La gauche s'y est opposée de manière farouche, disant que ça n'était pas normal, etc., etc. La République est une et indivisible. Il faut que l'État et les collectivités locales effectivement se mettent autour de la table et que nous voyons ensemble comment redresser ce pays, comment faire en sorte que la dette publique toute confondue puisse effectivement être réduite. Je ne pointe du doigt que rappelait notamment tout à l'heure le président du Sénat qui dit que la part prise par les collectivités locales est infime dans le déficit national. Sur l'endettement public, oui. Sur le déficit, les collectivités locales ont l'obligation d'équilibrer leur budget, contrairement à l'État. Donc on n'est pas dans le même. Mais pour autant, la dépense publique des collectivités locales augmente. Les augmentations de fonctionnaires que le président de la République a pointé du doigt, certaines sont effectivement liées à la décentralisation, mais d'autres non. 800 000 agents territoriaux en plus. Alors il y en a à peu près 300 000 sur la décentralisation. En 20 ans. Oui, mais en 20 ans... Il y en a 300 000 sur la décentralisation et 500 000 hors décentralisation. Alors c'est la guerre des chiffres. Alors avancez vos chiffres, chacun. Les budgets des collectivités ont été multipliés par 4 en 20 ans. Elles ont reçu des compétences, d'ailleurs, venant de décisions de gouvernement, de gauche comme de droite. On ne conteste pas. Elles ont assumé la montée en charge de l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées, qui a explosé. Elles ont assumé la dérive du revenu de solidarité active dû à la situation économique, sans compensation supplémentaire. Elles ont assumé la mise en œuvre de la prime à la compensation du handicap, la loi qui avait été poussée par le président Chirac en 2005. Tout cela a été mis en œuvre. Tous ces transferts de compétences. Tous ces transferts suppose des dépenses. Bon, ça, c'est un élément. Tous ces transferts justifient l'augmentation des effectifs dans les collectivités territoriales, oui ou non? Pas dans ces proportions. Je vais répondre. Pour ce qui me concerne, 200 agents sont venus avec les routes départementales, enfin avec des services de l'État qui étaient transférés pour les routes départementales. 200 agents. 200 agents sont venus pour s'occuper des collèges. 200 agents. La maison départementale des personnes handicapées, une quinzaine d'agents. Ce ne sont que des exemples. On parle de la Haute-Saône, je précise. On parle de la Haute-Saône, mais ceux-là sont des agents qui sont venus chez nous, qu'il faut compter. Après ça, on a vu se développer l'intercommunalité. L'intercommunalité en milieu rural, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des crèches. La France s'enorgueillit d'avoir une excellente politique en termes de natalité. Elle est bonne d'ailleurs. Oui, mais qui met en œuvre les crèches? C'est pas le gouvernement, c'est les collectivités. Quand vous montez une crèche, vous avez 12-13 agents par crèche. Les dépenses de fonctionnement, manifestement. Oui, non mais pas forcément les investissements. Je ne sais pas de quelle intercommunalité il parle et je ne sais pas qui la préside. Oui, mais en général... Le maire de Pantin. En général, monsieur Dallier, dans une intercommunalité, il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Là, ils sont quasiment tous de gauche. Oui, ça demandera à être vérifié. Mais alors quand même, quand je regarde chez moi, les chiffres. Ce sont des agents qui ont été embauchés dans des services qui sont d'ailleurs financés par la Caisse d'allocation familiale, par les familles,
et par la Philippe collectivité. Dallier, est-ce qu'on peut faire tous ces reproches aux collectivités territoriales, je rappelle, majoritairement de gauche, alors que quand on regarde le terrain, attendez, écoutez-moi, sur le terrain, on voit qu'elles réduisent les investissements, les routes, je ne sais pas comment ça se passe en Haute-Saône, mais elles sont moins bien entretenues, par exemple. On renonce à construire des rocades, vous confirmez? Alors, n'exagérez pas. Moi, je veux être équitable. L'État est dans des difficultés. Les collectivités locales, certaines, pas toutes, ont également des difficultés. Il faut mettre en place des mécanismes de péréquation pour aider celles qui sont le plus en difficulté. Mais il y a des collectivités locales qui sont très à l'aise, dont les dépenses de fonctionnement sont très au-delà de la moyenne des autres collectivités de même nature, et celles-là peuvent faire des efforts. Dans ce cas-là, il faut parler de solidarité entre collectivités. Pas seulement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc alors l'idée du chef de l'État de vous imposer en quelque sorte un pacte de stabilité, c'est-à-dire qu'on récompense les collectivités qui font de vrais efforts. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que nous demandons depuis 5 ans, c'est un pacte de confiance et de solidarité. Nous sommes prêts à prendre notre part du fardeau. Nous la prenons d'ores et déjà. Mais les 200 millions de cette année, vous n'avez pas voulu les voter, considérant que c'était trop. 200 millions sur 42 milliards, c'est 0,5%. Est-ce qu'on ne pouvait pas cette année faire cet effort-là? Vous l'avez refusé. C'est pas ça. Ah ben si, c'est ça. On ne vote pas le budget, Philippe Dallier. Comment ça, on ne vote pas le budget? On ne vote pas le budget. On n'approuve pas le budget, nous. Écoutez, au moment du vote de la loi de finances sur la péréquation financière, vous avez participé au budget, vous avez voté ce que le gouvernement a proposé. Une certaine forme de péréquation financière. Vous financière. l'avez voté. Oui, les 200 millions. Ça prouve qu'on ne vote pas contre systématiquement. Mais justement, les 200 millions, vous auriez pu voter pour, parce que 0,5% sur une masse pareille, ça n'était quand même pas un effort insurmontable. Il fallait accompagner cette mesure d'une véritable solidarité entre les collectivités. Or, il n'y a pas des outils suffisants. Et l'élu de la Seine-Saint-Denis que vous êtes le sait. La Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, est submergée par le nombre de personnes qui reçoivent le revenu de solidarité On a mis en place active. un fonds de solidarité entre communes d'Île-de-France et particulièrement à destination des communes les plus pauvres. La gauche et la droite se sont mis d'accord là-dessus, ensemble, au sein de la région Île-de-France. Et au niveau national, nous avons effectivement créé un fonds de péréquation entre départements et la Seine-Saint-Denis. Suffisant, vous le savez. Ça n'est jamais suffisant, mais en tous les cas, c'est un pas en avant sérieux. Je vous ai entendu le dire il y a quelques années dans la mission sur l'avenir des collectivités locales. Mais nous avons fait le job depuis, et vous pourriez le reconnaître. Je reconnais que vous le plaidez. Vous. Yves Krattinger, vous attendez beaucoup du discours de François Hollande à Dijon, début mars, sur les finances des collectivités territoriales, vous le savez. Pas seulement sur les finances. Mais là, ça sera le sujet du jour. Ça sera un vrai sujet. Ah, un grand sujet. Mais la question vous y serez, bien sûr. Bon, alors, vous savez qu'il prône la rigueur budgétaire, enfin, l'exigence budgétaire au niveau national. Peut-être est-ce que lui... C'est ce qu'il prône. Est-ce que si lui vous le demande demain de faire des économies, vous le suivrez? Non, j'écouterai surtout quelles seront ses propositions d'organisation des collectivités. Pour ce qui me concerne, je souhaite qu'il y ait vraiment une montée en charge des régions. Je souhaite que... Au détriment donc des départements. Non. Laissez-moi finir. Faire un choix. Aujourd'hui, il y a pléthore de services déconcentrés de l'État dans les compétences transférées. Et ça, c'est une spécificité française. Aucun des grands pays européens ne superpose les services de l'État aux services des collectivités. Réorganisation des services pour faire des économies. Pour faire des économies. Pour faire des économies, il va falloir s'attaquer aux millefeuilles des collectivités locales. L'empilement des couches, communes, interco, départements, régions, État, ça peut plus durer. Il va falloir s'y attaquer. Il faut repenser. Tranchée là-dessus, Philippe Dallier, rappelez-les. Il faut repenser un modèle et adapter région par région l'organisation à la nature du territoire. En région Île-de-France, par exemple. Et Claude Barthelone, le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, vient de dire maintenant la même chose que moi. En Petite Couronne, par exemple, il faut faire un seul département à la place de Paris et de la Petite Couronne. Je viens d'être rejoint par le PS là-dessus. Il n'y a que comme ça qu'on fera des économies et qu'on sera plus efficace. C'est peut-être beaucoup, Philippe, mais par Claude Barthelone en tous les cas. Vous êtes pour la fin des départements, dites-le. En tous les cas, en région Île-de-France, ils n'ont plus de pertinence. Pour commencer, en région Île-de-France. On peut en parler ailleurs. Pas en Franche-Comté, Yves Krattinger. Non, je crois que c'est un peu plus complexe. C'est pas le même territoire. Doit-on contraindre les chômeurs à plus d'obligations? C'était la question du nouvelops.com, le partenaire du 19h. On découvre vos réponses et vous avez dit, je crois majoritairement, non, à 69%. C'est la fin de cette édition. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Entre les lignes. Bonsoir et à lundi.
À quelques semaines de l'élection présidentielle russe, ce documentaire nous rappelle comment Vladimir Poutine a succédé à Boris Eltsine en mars 2001 et comment il a été réélu triomphalement en 2005. Qu'une personne comme Poutine, qui d'après tous ceux qui avaient eu affaire à lui était un petit fonctionnaire, puisse être mis en position de devenir président si quelque chose arrivait à Eltsine, semblait tout simplement absurde. La prise du pouvoir par Vladimir Poutine, demain à 22 h sur Public Sénat.